À vos agendas tout le monde, parce qu'il est temps de prendre un rendez-vous. Et un rendez-vous avec qui? Avec moi, parce que le 4 août prochain aura lieu le grand dévoilement de l'agenda 2027 de la planificatrice et pour la 6e année consécutive, j'ai choisi de faire un grand événement, un grand dévoilement en ligne dans le but de vous présenter, oui, toutes les nouveautés de cette nouvelle édition-là, qui est la 6e édition, mais également parce que je vous réserve de très belles surprises. En vous inscrivant à cet événement, vous allez avoir accès à la rediffusion pendant plusieurs mois, mais je vous invite vraiment à être présente en direct parce que vous allez avoir accès à des rabais exclusifs, à des bonus exclusifs, notamment une couverture toute spéciale pour les gens qui commanderont l'agenda le soir de l'événement, mais également vous allez avoir accès en quantité limitée à un tout nouveau produit imprimé de la planificatrice. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans. Donc, je ne vous en dis pas plus. Inscrivez-vous en vous rendant sur mon site web laplanificatrice.com ou bien en cliquant sur le lien dans le résumé de l'épisode. Je vous assure que ça va être, comme à chaque année, un grand événement qui vaut vraiment la peine d'y participer. Je vais également vous présenter page par page l'agenda, mais je vais aussi vous dévoiler quelles sont mes méthodes et les outils et comment moi, personnellement, j'utilise cet agenda-là depuis les 6 dernières années et j'ai très hâte de vous y retrouver. Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Au moment d'enregistrer cet épisode, ça fait à peine une semaine que ma famille et moi sommes revenus de voyages exceptionnels au Japon, où nous avons eu le privilège de visiter Tokyo et Kyoto pendant 2 semaines. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que l'idée de cet épisode-ci a émergé quand j'étais dans le train entre Tokyo et Kyoto. Puis, un peu comme une illumination, je me suis dit « j'ai vraiment envie de venir parler de ça aux gens qui m'écoutent sur le podcast 168 heures. » Puis en fait, vous allez rapidement comprendre que le thème du jour, bien que oui, je vais aborder le Japon, oui, je vais faire allusion à mon voyage, ce n'est pas un épisode où je vais vous dévoiler en fait mon itinéraire de voyage, mais c'est vraiment un épisode où je vais plutôt vous raconter pourquoi ce voyage-là est devenu possiblement le plus beau voyage familial que nous n'ayons jamais fait, ma famille et moi, pour que vous puissiez, vous aussi, de votre côté, faire pareil pour peut-être un futur voyage que vous allez créer ou peut-être même reprendre certains conseils de mon épisode d'aujourd'hui pour l'implanter dans votre quotidien. Ce qui fait que c'est pas un épisode sur le Japon, bien qu'il va y en être question quand même et nous allons l'aborder. C'est un épisode sur la façon de concevoir un voyage exceptionnel. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes de ma communauté qui adorent voyager. Je pense que c'est une passion que je partage avec plusieurs d'entre vous. Et donc, je pense que cet épisode-ci va avoir vraiment une saveur différente de ce que je fais habituellement parce que c'est quand même, disons, assez rare que je parle de voyage alors que pourtant, c'est une grande passion de mon côté. Et vous savez, mon podcast, bien qu'on parle de planification, c'est tellement pas juste un podcast de planification et de temps. C'est un podcast où on parle de comment se construire une vie intentionnelle. Et honnêtement, maintenant que je suis revenue de mon voyage au Japon, maintenant que j'ai un petit peu de recul par rapport à ce voyage-là, je constate que ce voyage-là est probablement l'une des démonstrations les plus concrètes de toute la philosophie qui se cache derrière la planificatrice et de tout ce que je vous enseigne depuis tellement d'années. Donc, comme je vous disais, je ne vais pas vous raconter mon itinéraire, je vais plutôt vous raconter ce qui, selon moi, a rendu ce voyage exceptionnel et je pense que je vais vous amener tranquillement avec moi de façon chronologique de ce qu'on a vécu et vous allez voir que je vais m'arrêter à différents moments pour justement vous témoigner ce qui a rendu le tout
aussi exceptionnel. Donc, avant même de partir, je pense qu'un voyage, on le vit, mais le voyage commence à vivre avant même qu'on se rende à la destination. Il commence à vivre à partir du moment où on choisit notre destination. Et je vous dirais ici qu'une des raisons qui a rendu ce voyage exceptionnel, en tout cas dans mon cas, c'est que je pense pas que c'est moi qui ai choisi la destination du Japon, c'est le Japon qui m'a choisi. Je vous explique. Nous avons réservé environ 5 mois avant notre départ. On a réservé 5 mois avant nos billets d'avion, puis on s'est vraiment arrêté sur le Japon 5 mois avant. Donc, quand je dis que c'est le Japon qui m'a choisi, en fait, il faut savoir que moi, j'avais pas vraiment d'intérêt de voyager, de me rendre au Japon, en fait, de visiter ce pays-là avant. Aujourd'hui, je veux dire, je pourrais être vraiment une ambassadrice du Japon tellement j'ai aimé mon expérience et je le recommande à tout le monde. Mais pour vrai, là, comme il y a 7 mois, si on m'avait dit que j'allais aller au Japon avec ma famille pour mon voyage d'été, j'aurais dit, c'est sûr que vous vous trompez de personne. Parce qu'en fait, j'ai tellement de pays que je veux visiter dans la vie et le Japon ne faisait pas partie du top de mes pays. Comme il était vraiment, vraiment très, très bas dans la liste. Et en fait, c'est mon conjoint qui me revenait de temps en temps en me disant, j'aimerais vraiment ça aller au Japon. Puis moi, je disais, hey chérie, il y a tellement d'autres places que je veux visiter avant qu'on va clairement aller ailleurs. Avant, on va trouver des destinations qu'on a toutes les deux vraiment envie de vivre. Et toi, le Japon fait peut-être partie de ton top 3, mais moi, il ne fait vraiment pas partie de mon top 3. Fait que je me suis dit, on va trouver d'autres destinations avant qui vont nous plaire davantage. Puis j'avais mon fils qui a beaucoup, beaucoup d'intérêt dans l'innovation, dans la robotique et tout ça, qui avait quand même un intérêt marqué avec le Japon aussi. Ce qui fait que sans pression, mon conjoint, de temps en temps, se met des petites graines. De temps en temps, il me présentait des vidéos et je pense que peu à peu, il y a une idée qui s'est faite en moi, une idée qui en fait une ouverture. J'ai ouvert une petite porte en me disant « Ah, peut-être plus tôt que tard, mais comme pas cette année, là. » Et donc, il y a différents signes, puis là, je vais essayer de m'en rappeler, là, mais il y a différents signes au cours, tu sais, vers la fin de l'année, qui se sont manifestés par rapport au Japon. Je suis allée prendre un café avec une amie à moi, Émilie, je te salue si tu m'écoutes. Émilie qui me disait « Hey, moi, je m'en vais sûrement au Japon avec des amis au printemps. » J'étais là « Ah! » C'est drôle. Après ça, d'autres gens qu'on connaît bref, d'autres amis de des amis qui allaient au Japon. J'avais comme l'impression qu'il y avait des gens dans mon entourage qui allaient au Japon. Ensuite de ça, on va fêter le Nouvel An dans un hôtel comme à 2 heures d'ici, dans la région de Charlevoix. Qu'est-ce qu'on voit pas? Un gros drapeau du Japon dans le hall d'entrée. Ça n'a pas rapport comme un gros drapeau du Japon. Après ça, qu'est-ce qu'on fait le 31 décembre? Au soir, on décide d'aller comme manger en famille, tous les 3, au bar de l'hôtel. C'est quoi la thématique de la nourriture, du menu du bar de l'hôtel? C'est japonais. C'est comme plein de choses comme ça venaient à moi, venaient à nous, et comme c'est devenu très, très clair que finalement, le Japon nous avait choisi. Et donc, rapidement, j'ai finalement changé mon fusil d'épaule et je me suis mis à me renseigner sur le Japon pour me rendre compte finalement que c'était vraiment, vraiment une destination que j'avais envie de visiter. Puis je pense que pour les personnes qui sont habituées à mon univers et à mon contenu, vous ne devez même pas comprendre pourquoi je n'étais pas intéressée dans le Japon, parce que le Japon, tout le monde parle que c'est comme... il y a tellement de choses reliées à la planificatrice, je trouve, en lien avec le Japon, que ce soit la façon dont les gens ont le respect du temps, le très grand respect de l'espace de façon générale, la qualité de la papeterie, les gens qui sont très soignés, qui planifient bien leurs choses, qui organisent bien leurs choses, l'organisation des espaces. Bref, je trouve que ça cadre parfaitement avec la planificatrice. Donc, je suis sans doute... la dernière surprise là, de savoir que vous devez être en fait très surpris de savoir que je n'envisageais pas aller au Japon avant. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu des signes qui ont fait en sorte que nous avons finalement choisi le Japon comme destination. Puis si je vous dis tout ça, en fait, c'est vraiment pour que vous soyez à l'écoute de votre côté. Parce que des fois, c'est la destination qui nous choisit et non l'inverse. Parce qu'avant qu'on définisse d'aller au Japon, qu'on clarifie que ce soit qu'on s'en allait là, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on se questionnait à savoir qu'est-ce qu'on allait faire comme voyage pendant l'été. Et toutes les destinations qu'on explorait, puis on en a exploré plusieurs, il y avait toujours un petit quelque chose. C'est comme si à l'intérieur de nous, c'était pas une grande certitude. Puis quand on s'est mis à explorer sérieusement le Japon, on l'a eu, notre certitude. Voilà. Ensuite de ça, je veux également que vous reteniez qu'une des choses qui a rendu ce voyage aussi exceptionnel, c'est que nous avons planifié
très peu de choses. Puis encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui peut vous surprendre, alors que je suis une passionnée, une convaincue de la planification. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où c'est important de planifier, puis il y a des moments aussi dans la vie où c'est important de laisser peut-être libre cours à notre spontanéité, à notre énergie et à notre intuition du moment. Donc, pour ce qui est de notre voyage, bien entendu, on avait planifié la grosse base, mais vraiment juste la grosse base. Je fais ici allusion au billet d'avion, bien entendu. Je fais allusion aussi à notre hébergement, donc de notre côté, nos hôtels à Tokyo et à Kyoto. Ensuite, on avait également réservé les transports parce que, étant donné qu'on passait de Tokyo à Kyoto, aller-retour, on avait réservé un train grande vitesse, donc le Shinkansen de notre côté. Donc ça, on l'a réservé en avance. Et puis, j'aimerais vous dire qu'on a réservé quelques petites activités, mais non, on n'a rien planifié. Puis ce qui est très drôle, puis je pense ici que, en fait, l'univers me traînait possiblement, là, mais comme avant le voyage, dans les 2-3 semaines avant le voyage, tout le monde nous disait « Qu'est-ce que vous avez planifié? Qu'est-ce que vous avez planifié? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans le voyage? » Et à chaque fois, je disais « Bien, on n'a rien planifié. » Puis à un moment donné, j'ai senti un inconfort, puis j'ai dit à mon chum « Hey, on a-tu fait une erreur? On aurait-tu dû comme vraiment planifier des choses? » Et il a dit « Ben non, on va y aller au gré du vent, comme on le fait toujours, en fait, dans nos voyages. » Et c'est ce qu'on a fait, et c'est sans doute une des raisons pour laquelle on a passé un si beau voyage, parce que, honnêtement, puis je suis sûre que ça s'applique pour vous aussi, puis que vous allez vous reconnaître là-dedans. Souvent, les plus beaux souvenirs, là, c'est des souvenirs, dans nos voyages, là, souvent les plus beaux souvenirs, c'est des choses qu'on n'avait même pas planifiées. Et je peux vous garantir que tous les plus beaux souvenirs que je retiens du Japon, et il y en a plusieurs, ce sont toutes des choses qu'on n'avait pas planifiées. Alors, c'est ça, il n'y avait absolument aucune activité que nous avions planifiée. Cependant, bien entendu, tu sais, si on avait voulu aller dans un restaurant étoilé Michelin, oui, il aurait fallu le booker en avance. Si on avait voulu aller à un musée précis, qui est peut-être le musée le plus réputé du Japon, oui, il aurait peut-être fallu réserver nos billets en avance. Mais on ne s'était pas mis cette pression-là. Puis je veux dire, pensez pas non plus que je partais là-bas en sachant absolument rien, là. J'avais lu mes petits guides Lonely Planet parce que moi, j'adore les guides Lonely Planet. Donc, j'en avais acheté un de Tokyo, j'en avais acheté un de Kyoto. J'avais pris le temps de les regarder. J'ai surligné plein de choses, plié plein de pages, identifié plein de choses à voir sans, par exemple, planifier quoi que ce soit. Puis sans me mettre non plus la pression de dire que, hey, jour 1, on fait ça, jour 2, on fait ça. Je me suis dit, on va voir au gré du vent, au gré de notre énergie, au gré de la température aussi, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Ce qui fait qu'on s'est gardé énormément d'espace et de temps libre. Et donc, on a vraiment, je veux dire, planifié, si on peut appeler ça de la planification, vraiment sur le moment, au jour le jour, avec l'aide de notre Lonely Planet, avec l'aide aussi de l'intelligence artificielle qui nous permettait d'un fois, tu sais, de se dire, parce que qu'est-ce qu'on faisait si on se disait, OK, le matin même, là, on se disait, OK, comme c'est quoi la température? C'est quoi notre énergie? On a-tu bien dormi? Parce que les premiers jours, on était quand même en décalage horaire un peu. Donc, c'est quoi notre énergie du moment? Il est quelle heure? Parce que les premiers jours, on se levait vraiment très tôt. Puis, on se disait, OK, on va aller identifier une activité qui est dans un secteur. Puis après ça, une fois cette activité-là faite, bien, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce secteur-là? Donc, voilà. Puis aussi, une chose qu'on a faite avant, qui n'est pas une action en soi, qui est plutôt une intention, c'est qu'on a, dès le début, accepté le fait qu'on n'allait pas être capable de tout voir ce qu'il y a à faire à Tokyo et qu'on n'allait pas non plus tout voir ce qu'il y a à faire à Kyoto. Tokyo, tout spécialement, c'est la plus grande ville au monde. Quand j'ai commencé à planifier mon voyage, moi, je me cherchais un hôtel au centre-ville, mais là, je me rendais compte que je ne comprenais pas il était où le centre-ville, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y a je ne sais pas combien de centres-villes à Tokyo. C'est pas comme Montréal, là, avec un gros centre-ville. Il y a plein de centres-villes à Tokyo. Et c'est là que j'ai compris aussi qu'on n'allait pas être capable de tout voir. Et donc, c'est ça, quand on part avec l'idée qu'on ne va pas tout voir, bien, ça fait en sorte qu'on s'enlève tout de suite la déception de ne pas avoir fait assez de choses. Puis moi, ce que j'ai aimé, en plus, en m'enlevant la pression de vouloir tout voir, c'est que en arrivant à Tokyo, de un, j'ai vraiment beaucoup aimé le Japon, beaucoup aimé les 2 villes qu'on a visitées, mais la première qu'on a visitée, c'est Tokyo. J'ai beaucoup aimé cette énergie-là, puis on était déjà dans nos premiers jours, puis on n'avait pas du tout terminé. Puis je disais déjà à mon chum puis à mon fils, j'ai dit, hey, j'ai déjà hâte de revenir. Parce que qu'est-ce qui était excitant, c'est qu'on a vu un paquet d'affaires. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup planifié qu'on n'a pas vu grand-chose. Au contraire, tu sais, là, je l'ai pas fait. Là, j'ai pas dressé la liste pour vous la dire de toutes les activités qu'on a faites. Mais on en a fait des activités. On en a marché des kilomètres. On en a vu des choses. Et puis, malgré toute la quantité de choses qu'on a vues et expérimentées, on a
vu un petit pourcentage de ce que la ville a à nous offrir, ce qui fait que j'ai déjà hâte d'y retourner à cet endroit-là, puis j'ai déjà hâte de revivre un Tokyo différent. Alors, voilà, puis comme je vous disais, on a accepté qu'on ne pourrait pas tout faire. Déjà là, on se donnait la permission de miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Et ça c'est vraiment, vraiment dans nos philosophies de voyage. Tu sais, mon conjoint et moi, puis en fait, et mon fils par la bande, on est beaucoup, beaucoup dans le slow travel. Nous, on aime visiter les endroits. On aime expérimenter aussi la vie un petit peu comme les locaux. On aime, tu sais, si on aime un café, un petit resto, puis on a envie d'y retourner une deuxième fois, on veut le faire. On aime rester dans les mêmes endroits, pas juste une nuit, mais plusieurs nuits pour vraiment s'imprégner de la culture, puis vraiment un peu s'enraciner, même si ce n'est que s'enraciner quelques jours. Également, je pense que qu'est-ce qui est important, puis qui a fait qu'on a fait un voyage aussi exceptionnel, c'est qu'avant de partir, on avait identifié c'était quoi le rythme de notre voyage. Et le rythme de notre voyage, c'était on voulait surtout pas courir, pour la simple et bonne raison qu'on avait, oui, envie de faire un voyage, mais on avait aussi besoin de vacances. On est aussi avec un jeune enfant. Mon fils, au moment du voyage, avait 7 ans et demi, donc il n'est pas 100% autonome surtout, mais déjà là, il est quand même capable de nous suivre. Mais on sait qu'à 7 ans et demi, tu sais, il y a quand même une certaine limite. Il y a une fatigue qui s'installe. Il peut marcher des kilomètres, mais il y a une certaine limite aussi, fait qu'il fallait être à l'écoute de ça. Puis on s'était dit, mais plutôt que de faire plein d'attractions dans une journée, on va essayer de miser sur un quartier par jour. On voulait aussi se donner le temps de flâner. On voulait justement, si on marche, on a envie de s'arrêter dans un café puis de passer 2 heures là, bien, on voulait le faire. Puis ça, on avait aussi quand même briefé notre fils en ce sens pour pas qu'il ait l'impression qu'il s'ennuie quand on s'en va dans un endroit ou dans un autre. Donc, on y avait quand même communiqué clairement c'était quoi le style de voyage qu'on voulait vivre pour qu'il sache à quoi s'attendre. Et on avait aussi envie de ne pas regarder l'heure à tout bout de champ, ce qui fait qu'on voulait vraiment se donner l'occasion de vivre ce voyage-là et surtout comme d'habiter le temps. Parce que je trouve que dans mon travail, vous le savez, je prône beaucoup le fait d'avoir une vision, d'être dans le futur, mais je trouve qu'un beau cadeau à s'offrir lorsqu'on est en voyage, c'est d'être le plus possible dans le moment présent. Puis pour arriver à être dans le moment présent, je trouve que c'est en étant capable d'habiter le temps et de ne pas toujours être en train de penser qu'est-ce qu'on va faire tantôt, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on fait après-demain, puis vite, il faut planifier, puis vite, il faut être à telle heure, à telle place. Moi, personnellement, je trouve ça essoufflant et je trouve que c'est pas une façon d'être pleinement présent parce que si on est toujours en train de regarder notre monde pour voir qu'est-ce qu'on a à faire après, pour pas manquer la réservation du prochain train, de la prochaine activité, du prochain musée, ça fait en sorte que notre esprit est dans le futur, est ailleurs et il n'est pas nécessairement pleinement présent. Maintenant, j'avais envie de vous parler de... En fait, c'est ça, nous, on est arrivés, tout d'abord, on est allé à Kyoto, on a séjourné 8 nuits à Kyoto pour ensuite se rendre à Kyoto. Je pense que je me suis trompée. On a commencé par Tokyo. On a commencé par Tokyo et on est resté, c'est ça, 8 nuits, 9 jours à Tokyo pour ensuite aller 4 nuits et 5 jours à Kyoto. Ensuite, on est revenu une dernière nuit à Tokyo pour ensuite repartir au Canada. Et honnêtement, moi, ce qui m'a vraiment frappée dès le début, c'est la stimulation sensorielle de ce pays-là. Et tout spécialement dans le début parce que tout était nouveau, mais même si ça s'est estompé un petit peu, je vous dirais que c'est resté très présent et très fort tout au long du voyage. C'est vraiment la stimulation des sens, que ce soit à la vue, parce que tout ce que je voyais est extraordinaire, que ce soit l'architecture, que ce soit la nourriture que je voyais. Tout ce que je voyais était très exotique pour moi, alors j'étais très stimulée d'un point de vue sensoriel au niveau de la vue, mais aussi au niveau de l'ouïe, parce que ne serait-ce que d'entendre parler les gens japonais, c'est pas une langue que je connais, c'est une langue que je ne comprends pas, j'étais capable de dire un seul mot, et donc c'était une stimulation que d'entendre une autre langue différente de la mienne. Également, ne serait-ce que le chant des oiseaux, c'est différent là-bas, tu sais, tout est différent, la musique est différente, donc c'était vraiment, vraiment une belle exposition sensorielle. Également le goûter, vous devez vous en douter, on a goûté plein de saveurs, plein de choses différentes, c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Donc vraiment, je veux vraiment mettre l'emphase sur la stimulation sensorielle qui a été présente tout au long du voyage et en raison de cette stimulation-là très, très présente, ça m'a tellement aidé à décrocher et le fait que j'ai décroché a aussi nourri ce voyage-là, l'a rendu exceptionnel parce que quand notre esprit est ailleurs, quand on pense toujours au travail ou à nos tâches qu'on a à faire à notre tour, c'est certain qu'on n'est pas pleinement présent dans notre voyage. Et donc, étant donné que j'ai tellement décroché, là, je le disais à la blague, mais c'est presque vrai, j'avais presque oublié qu'est-ce que je faisais dans la vie. Je veux dire, j'ai oublié, j'ai pas oublié, mais comme j'ai pas pensé à mes amis, j'ai pensé à rien d'autre qu'à nous.
pendant notre voyage et à notre expérience de voyage. Et si je n'avais pas eu une stimulation sensorielle aussi grande, je vous garantis que j'aurais pas autant décroché pendant le voyage. Alors ça a été très intéressant, très présent et très favorable finalement à notre voyage. Également, j'ai envie de vous parler ici de l'importance de faire vos choix d'hôtel ou vos choix d'hébergement d'une façon consciente parce que l'hôtel, nous, on était dans des hôtels, là, mais tu sais, je vais utiliser le mot hébergement aussi parce que des fois, on est dans des Airbnb, des fois, on est dans d'autres types d'hébergement, mais l'hébergement fait vraiment partie du voyage. Puis, je pense que c'est important quand on choisit notre hébergement ou notre hôtel de ne pas juste choisir un lit. Là, parce que oui, l'objectif principal d'avoir un hébergement, c'est d'aller dormir là, tu sais. Mais je trouve que c'est important de se choisir une expérience. Nous, de notre côté, on avait choisi une chaîne d'hôtels locale, quand même haut de gamme pour ce qui est de Tokyo. Donc, nous, on a déposé nos valises pendant plusieurs nuits à un hôtel qui s'appelle le New Otani Hotel Garden Tower. Puis, je précise que c'est le Garden Tower parce que c'est un grand hôtel qui a 3 grandes tours qui sont toutes du même niveau de qualité, je pense, mais nous, on était dans la Garden Tower. Et cet hôtel-là, on l'avait choisi notamment parce qu'il était bien situé dans un, j'allais dire au centre-ville, mais dans un des milliers, non pas de milliers, il n'y en a pas 1000, mais dans un des très, très nombreux centres-villes. Nous étions à distance de marche, vraiment à quelques pas d'une station de métro pour faciliter le déplacement. C'est une station de métro également sur une ligne de métro, parce que je le précise, là, parce que le métro de Tokyo est très grand, sur une ligne principale. Donc, ça faisait en sorte qu'on n'avait pas comme 40 minutes à tous les jours de métro à faire parce qu'on était au bout d'une ligne. On était quand même vraiment très central. Et puis, étant donné qu'on était au centre-ville, tu sais, quand on pense à Tokyo, on pense peut-être un petit peu moins au Japon traditionnel, contrairement, par exemple, à Kyoto. Je vais vous en reparler tantôt, mais pour les gens qui voudraient savoir pourquoi c'est autant moderne, en fait, Tokyo, c'est que lors de la Deuxième Guerre mondiale, 70% des bâtiments de Tokyo ont été abolis pendant la guerre mondiale, ce qui fait que c'est pour ça que c'est autant moderne. C'est parce que c'est des constructions qui ont été principalement faites très, très récemment, puis on retrouve seulement un 30% de ce qui était là avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand on pense à Tokyo, moi, en tout cas, l'image que j'avais de Tokyo avant de m'y rendre, et c'est vraiment le cas aussi quand on est là, c'est vraiment beaucoup d'édifices, beaucoup de gratte-ciel, une ville très, très, très moderne. Et donc, étant donné qu'on avait un hôtel au centre-ville, en plus, nous, on était en hauteur, on était au 23e étage, on vivait Tokyo, même quand on était dans notre chambre d'hôtel. Le matin, on se levait, on ouvrait nos rideaux et on avait déjà cette expérience-là de vivre Tokyo alors qu'on n'était même pas sorti de notre chambre. Puis là, je vous parle de Tokyo, mais je fais un parallèle avec un autre voyage exceptionnel qu'on a fait il y a 2 ans. C'était à Londres et on avait choisi, puis oui, c'est un petit peu plus cher, mais en même temps, ça l'agrémente vraiment le voyage. On avait choisi notre premier hôtel parce qu'on avait fait 2 hébergements à Londres. On avait pris un hôtel avec la vue sur le Big Ben, qui est comme l'emblème de Londres. On était à quelques pas, à distance de marche du Big Ben. Puis oui, ça a un prix d'avoir un hôtel central comme ça, mais en même temps, on perd pas notre temps dans du transport pour faire plein d'activités. Puis c'est qu'à tous les jours, pour toute la durée du séjour qu'on était à cet hôtel-là, on voyait Big Ben. Puis c'est le fun parce que c'est un peu comme être à Paris et avoir la vue sur la Tour Eiffel. Tu sais, on vit un des emblèmes de la ville à tous les jours et ça, c'est le fun, je trouve, parce que on va pas juste des fois dans nos hôtels pour dormir. Des fois, surtout quand on a des enfants, tu sais, des fois, on rentre un petit peu plus tôt parce que lui, il doit peut-être se coucher plus tôt, peut-être parce qu'il est fatigué. Donc, on va jouer un petit peu à la chambre. Donc, au moins, quand on a un hôtel qui est bien localisé, bien, ça nous permet de vivre le pays ou la ville dans laquelle on se trouve, même si on n'est pas dehors en train de faire une activité. Également, cet hôtel-là, ce qu'on a beaucoup aimé puis on ne regrette pas, c'est que, tu sais, quelque chose qui est très, très japonais, ce sont les jardins japonais. Donc, les jardins qui sont tous soigneusement bien designés, qui sont vraiment axés sur le bien-être, la zénitude. Donc, il y avait un très, très, très grand jardin japonais auquel on avait accès étant donné qu'on logeait à l'hôtel. C'est un jardin vieux de 400 ans. C'est un des plus vieux jardins privés d'hôtels présent au Japon et donc c'est aussi un bel incitatif qui nous a permis de choisir cet hôtel-là. Puis moi, ça faisait un bel équilibre parce que j'avoue que j'avais un petit peu peur au début. Je me disais, hey, on s'en va dans la plus grande ville au monde. Est-ce que ça va être énergivore? Est-ce que je vais trouver ça lourd d'être dans une grande ville pendant comme une semaine? Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait accès à beaucoup de plein air directement de notre hôtel à cause du très grand jardin. Mais si jamais vous ne le saviez pas, moi j'ai été heureuse de l'apprendre, mais à Tokyo, bien que ce soit la plus grande ville au monde,
C'est très silencieux comme ville. Les gens ont un très grand respect. J'ai entendu 0 klaxon de tout mon séjour à Tokyo. J'ai entendu une sirène pendant tout notre séjour à Tokyo. Et donc, pour une grande ville, je trouve que c'est assez exceptionnel. Alors oui, c'est une grande ville, mais qui est quand même très silencieuse, puis c'est pas aussi lourd qu'une autre grande ville, je dirais. Alors, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à notre hôtel? Je pense que c'est pas mal ça. Donc, tu sais, vraiment de faire un choix d'hôtel, c'est pas banal faire un choix d'hôtel ou un choix d'hébergement. Assurez-vous, des fois, ça vaut la peine d'investir un petit peu plus, puis je vous garantis que vous allez le rentabiliser. Ça, si vous êtes plus centralisé, vous allez peut-être le gagner en temps ou peut-être en expérience. Alors ça, c'est ce que j'avais à dire par rapport à notre hôtel à Tokyo. Puis également, tu sais, moi, je vois beaucoup les hôtels et les hébergements comme étant une immersion. Tu sais, puis en fait, je vous invite non seulement avec l'hôtel de vivre une immersion, mais de vous donner la chance de vivre une immersion dans le pays dans lequel vous allez en expérimentant des choses locales. Je sais qu'il y en a qui voyagent parfois puis qui vont avoir des fois envie de toujours manger la même chose qu'ils mangent à la maison. Bien moi, je vous invite à aller goûter les saveurs du pays. Je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que de goûter justement qu'est-ce que les gens là-bas mangent. Ce qui fait qu'on a, nous, mangé japonais pratiquement tout le long du voyage. C'est une cuisine, comme vous devez vous en douter, qui est exceptionnelle. Donc, même notre garçon, lui, il n'a jamais eu de problème de manger quoi que ce soit. Donc, on a super bien mangé, on a découvert les saveurs, on s'est beaucoup promené aussi dans le quartier de notre hébergement pour voir ce qu'il y avait. T'sais, on essayait vraiment de vivre le plus possible comme les gens qui vivent là-bas pour pleinement s'imprégner de la culture. Maintenant, je vous disais qu'on n'avait pas planifié grand-chose et c'est vraiment ce qu'on a fait en fait. Puis, je vous disais que souvent, avant le voyage, les gens nous demandaient qu'est-ce que vous avez planifié. Il y avait une chose que je disais aux gens, je disais, on n'a rien planifié, mais il y a une chose que je veux faire et la chose que je voulais faire, c'était d'aller dans un musée de l'innovation parce que mon fils a beaucoup d'intérêt dans les robots, dans la robotique, c'est-à-dire, et paraît-il qu'il y avait un musée sur l'innovation avec des robots. Finalement, sur place, ça ne nous tentait pas d'aller là. Ça ne nous tentait pas d'aller là, donc on s'est donné la flexibilité de ne pas y aller. Ce qui fait que il y a des choses qu'on n'a pas faites, puis c'est important d'écouter ça, d'écouter votre énergie, d'écouter votre ressenti du moment. Parce que la personne qui planifie le voyage, des fois 1, 2 ou 3 mois plus tôt, là, c'est pas la même personne qui expérimente le voyage. Et moi, si j'avais planifié plein d'activités 3 mois avant mon départ, je vous garantis que la Émilie qui a vécu le voyage, j'étais une autre personne que 3 mois précédemment. Donc, c'est important pour bien vivre un voyage. Si vous pouvez des fois planifier un petit peu plus de choses que nous, ce qu'on a planifié, mais laissez de la place pour la personne que vous allez être pendant le voyage. Parce que la personne qui planifie le voyage n'est pas la même que celle qui vit et qui expérimente le voyage. Et puis, voilà, puis quand on se crée un itinéraire, c'est super, mais laissez respirer votre itinéraire. Je pense que c'est vraiment la clé pour vivre un voyage exceptionnel parce qu'il ne faut pas que vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière de votre itinéraire. Maintenant, je sais qu'il y en a qui voyagent avec une fameuse checklist de toutes les attractions et les choses à faire. Moi, je pense que qu'est-ce qui a rendu notre voyage exceptionnel, c'est que nous n'avons pas collectionné les attractions. On a vu énormément d'attractions, mais on ne les a pas collectionnées et on n'est pas parti avec une checklist non plus. Tu sais, je veux dire, je vous l'avais dit, là, j'avais mon Lonely Planet que j'ai lu, j'ai mis plein de cœurs, j'ai plié plein de petites pages, mais il y a plein de choses que je n'ai pas faites, puis c'est correct. On y retournera si la vie veut qu'on y retourne à un moment donné. Nous, ce qu'on a fait, c'est ça, on n'a pas collectionné les attractions, mais on a plutôt collectionné les expériences. On en a vécu des beaux moments. Puis comme je vous disais un peu plus tôt, les plus beaux souvenirs de notre voyage, nos plus beaux moments, c'est pas qu'est-ce qui avait été planifié. Là, vous allez me dire, oui, mais tu n'avais rien de planifié. Mais en effet, je trouve que c'est la preuve que les plus beaux moments, c'est souvent pas ce qu'on planifie. Et puis, nous, ce qu'on a vraiment cherché à vivre, c'est pas juste de visiter la destination, c'est-à-dire, mais c'était vraiment de la vivre. Moi, je voulais vivre Tokyo, je voulais vivre Kyoto, je voulais vivre le Japon. Puis comment on fait pour vivre une destination? C'est en allant se promener, c'est en laissant nos sens nous guider, c'est en laissant notre intuition nous guider. C'est en goûtant, c'est en écoutant, c'est en posant des questions, c'est pas en se promenant avec une checklist. Je trouve qu'on est capable d'expérimenter une destination. Sinon, maintenant, je vous parle un peu de Kyoto, comment on a expérimenté Kyoto. Je vous ai parlé de l'importance, en fait, de choisir un bon hébergement, puis je vais y revenir. Mais la localisation est vraiment importante. J'en ai parlé pour Tokyo, mais comme je vous en parle aussi pour Kyoto, c'est une plus petite ville, qui est quand même une très grande ville, mais c'est une plus petite ville et il y a différents quartiers dans Kyoto. Et le quartier très touristique, il y a un quartier très touristique, c'est-à-dire qui s'appelle Gion,
quartier, notamment où, paraît-il, que nous pouvons apercevoir des geishas. Il y a à distance de marche plusieurs temples, il y a énormément de boutiques, donc c'est quand même assez touristique. Et on a décidé de s'établir directement dans un hôtel dans ce quartier-là pour être capable de tout faire à pied. On savait qu'à Tokyo, on allait avoir un petit peu plus de déplacements, notamment avec le métro et tout. Mais on avait envie de peut-être d'être à distance de marche de la majorité de nos activités. Donc, on a choisi vraiment de choisir un hébergement directement dans le quartier de Gion à Kyoto, c'est-à-dire. L'hôtel qu'on a choisi, autant qu'à Tokyo, on était dans un hôtel comme de 1300 ou 1600 chambres. Là, on était vraiment dans un petit hôtel boutique de comme 35 ou 36 chambres. L'hôtel que nous avons choisi, c'est Omo 5, donc OMO 5. C'est une chaîne d'hôtels japonaise. Et puis, c'était complètement différent. Et puis, c'était vraiment plus traditionnel, beaucoup plus typique. Donc, c'est un petit hôtel-appartement. Je dirais que ça ressemblerait beaucoup à un Airbnb, là, un petit appartement. Mais on avait quand même une réception d'hôtel et tout. On n'avait pas de restaurant sur place, mais il y en avait comme des centaines à quelques pas seulement de notre hôtel. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que la déco, le look était beaucoup plus traditionnel et donc c'était vraiment sympathique. T'sais, on avait comme des tatamis. Ça, c'est les fameux petits tapis là, tressés qu'on voit beaucoup au Japon. Nous avions également les lits qui étaient au sol. Donc, c'était très, très japonais aussi dans la décoration. On avait des lanternes directement dans notre chambre. Donc, c'était très joli, très, très, très japonais. Donc, ça nous mettait vraiment dans une immersion encore plus traditionnelle dans cet hébergement-là. Et puis, ce qui était plaisant, c'est que dès qu'on mettait le pas à l'extérieur de l'hôtel, ben, on avait plein d'activités autour de nous. J'ai aussi envie de parler de température. Quand on est arrivé à Kyoto, c'est-à-dire, il pleuvait beaucoup, et la deuxième journée, il y a aussi plu. Je pense qu'on a quand même été chanceux dans notre séjour parce qu'il n'y a pas plu tant que ça, mais je pense que faut pas non plus baser la qualité de notre voyage sur la température. Tu sais, il pleuvait à Kyoto, on est sortis quand même, on avait nos parapluies, puis en fait, je me rends compte que il y a des choses qu'on a expérimentées puis vécues qui étaient pratiquement plus magiques parce qu'il pleuvait. Donc, je trouve ça important de le dire parce que des fois, on va comme dire « Ah, il pleut, c'est plate, ça serait plus le fun ou plus simple s'il faisait beau. » Mais il y a des choses qui se passent quand il pleut. Puis comme le premier soir, je me rappelle, tu sais, à Kyoto, dans les petites rues de Gion, il y a des petites ruelles moins empruntées avec plein de lanternes, puis comme étant donné que le sol était mouillé, toute la lumière reflétait au sol, c'était magnifique. Également, tu sais, à un moment donné, on est allé... par pur hasard, quand je vous dis qu'il y a des beaux souvenirs non planifiés, on s'est rendu dans un temple qui était à quelques pas de notre hôtel parce qu'Harrison voulait vraiment aller le visiter. Et là, à un moment donné, on rentre, puis comme... Il y a un attroupement de gens qui attendent. Tout le monde a leur parapluie. Tout le monde attend. Il y a même des photographes, un gardien de sécurité. On n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe. Mais finalement, on se dit, on va attendre. Il y a l'air d'avoir quelque chose qui se passe. Et puis finalement, quelques minutes après, plein de Japonaises sont sorties, habillées tellement de façon élégante, dans leur costume traditionnel. Elles étaient coiffées, bien mises. Étant donné qu'il pleuvait, elles ont toutes sorti leur petite ombrelle de couleur. J'ai pris plein de belles photos de ça. C'est un de nos plus beaux moments au Japon, un de nos plus beaux moments de voyage. C'était zéro planifié, puis ça n'aurait pas été aussi beau s'il n'y avait pas plu, parce qu'ils n'auraient pas toutes eu leur petite ombrelle pour les empêcher d'être mouillées. Donc, voilà. Donc, le conseil ici, puis une des choses qui a vraiment permis de rendre notre voyage aussi exceptionnel, c'est laissez pas la météo décider de votre voyage. Puis, je pense que c'est important d'accepter les conditions plutôt que de les résister. J'ai envie maintenant de parler de la réalité de voyager avec un enfant parce que c'est une réalité. Il y a la réalité de voyager avec enfant et la réalité de voyager sans enfant. Nous, de notre côté, on a vraiment inclus Harrison dans la sélection du voyage, dans les activités qu'on avait envie de faire. En même temps, on lui a aussi fait comprendre que c'était pas lui qui décidait tout, parce qu'il y a tendance des fois à penser qu'il peut tout décider. Mais on l'a quand même vraiment impliqué, puis il y avait vraiment sa place autour de la table pour donner son opinion sur ce qu'on faisait, sur ce qu'on allait manger comme repas et tout. Et puis, voilà. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Sinon, j'avais aussi envie de vous parler, ça s'est moins appliqué à notre voyage actuel qu'on vient de faire, mais ça s'est déjà appliqué à un voyage qu'on a fait par le passé. Il y en a qui vont attendre avant de faire des voyages particuliers, ils vont attendre que les enfants soient plus vieux, pas dans un objectif d'autonomie, mais dans un objectif de souvenir. Moi, j'ai entendu énormément de gens de dire « Ah, moi, je veux faire tel ou tel voyage avec mes enfants, mais je vais attendre qu'ils soient plus vieux pour qu'ils s'en rappellent. » Et je veux vous ramener quelques années
dans le passé, en fait, nous, on est allés à Disney avec notre fils. Il avait 3 ans et demi. Puis il y en a plusieurs qui disaient « Ah, vous devriez attendre pour qu'il s'en rappelle. » En fait, moi, je vous encourage à quand même faire des voyages, même si vos enfants sont jeunes, pour différentes raisons. Premièrement, ça se peut que votre enfant, même s'il est jeune, qu'il s'en rappelle. Je trouve qu'aujourd'hui, on prend tellement de photos avec nos téléphones que c'est sûr que les photos, ça cultive le souvenir beaucoup plus que, tu sais, avant, quand on avait 24 photos de notre voyage, là, quand on était plus jeune. Aujourd'hui, comme les enfants ont des milliers de photos de leur voyage. Donc, ça se peut que votre enfant s'en souvienne. Si vous cultivez avec les photos, les albums, ou si vous en parlez souvent, ça va cultiver le souvenir. Ça se peut aussi que votre enfant oublie, comme qu'il ne s'en rappelle plus dans sa tête vraiment d'avoir vécu ce voyage-là. Mais c'est pas parce qu'il ne s'en rappelle plus dans sa mémoire que son corps a oublié. Tu sais, imaginez là, un enfant là, de 2 ans, là, mettons on va dire de 2 ans, là, il s'en va à Disney. Là. C'est sûr qu'il vit des émotions extraordinaires. Puis il y a 2 choses. Nous, en tant que parents, on va voir un enfant de 2 ans s'émerveiller parce qu'un enfant, puis là, je vais vraiment parler de Disney parce que c'est un classique, mais ça pourrait être n'importe quel pays, là, n'importe quelle destination. Mais tu sais, un enfant de 10 ans ou de 15 ans qui s'émerveille à Disney, c'est pas pareil qu'un enfant de 2 ans qui s'émerveille à Disney. Je parle d'un point de vue parent, là. De voir son enfant de 2 ans là, s'émerveiller quand il voit Mickey Mouse, par exemple, sortir, là, ben peut-être qu'il ne s'en rappellera pas, ce petit garçon-là, là, dans 10-20 ans qui était à Disney puis qui a vu Mickey Mouse en vrai alors qu'il avait 2 ans. Mais nous, en tant que parents, on va s'en rappeler. Puis on va s'en rappeler de la face qu'avait notre enfant quand il a vu Mickey Mouse. Même s'il ne s'en rappelle plus, lui, nous, on s'en rappelle. Puis je pense que même si un enfant vous fait un voyage très jeune et qu'il ne s'en souvient plus de l'avoir fait, ça a quand même eu un impact sur lui. Ça lui a peut-être donné, mettons, on reprend encore l'exemple de Disney, peut-être qu'un enfant qui visite Disney à 2 ans, ça lui a peut-être donné envie de rêver. Peut-être qu'il a vu, je sais pas moi, plein d'animaux à Animal Kingdom. Puis c'est peut-être ça qui a donné envie à l'enfant, éventuellement, de devenir vétérinaire. Tu sais, ça sème des graines. Il y a un certain travail qui se fait dans l'inconscient, dans le subconscient, en fait. Et puis là, je parle de Disney, mais ça peut être autre chose. Peut-être que votre enfant a vu la plage pour la première fois à 2 ans, puis à cause de ça, à cause de ce voyage-là, qu'il a peut-être oublié, c'est peut-être ça qui a donné le goût de l'eau et cet amour-là pour l'eau. Donc, je veux ici vraiment vous encourager, si vous êtes parent, à ne pas hésiter à faire des voyages, même si vous avez peur que votre enfant s'en rappellera pas plus tard. Parce que peut-être qu'il s'en rappellera pas, mais ça se peut aussi qu'il s'en rappelle. Puis si vraiment le souvenir n'est plus là, vous allez vous souvenir en tant que parent des beaux moments que vous allez avoir vécu, de l'émerveillement du moment que votre enfant va avoir expérimenté. Puis c'est certain qu'il y a plein de mémoires dans le subconscient qui vont être présents tout au long de la vie de votre enfant. Je trouve également que de faire voyager nos enfants jeunes, bien, c'est de se rendre service aussi parce que nous, Harrison, ce voyage-là, c'est super bien fait. Il nous a suivis partout. Il a fait ça comme un champion, honnêtement, puis il voyage très, très bien, notre fils. Une des raisons pour laquelle il voyage aussi bien, c'est parce que ça fait des années qu'on l'amène avec nous. Et si on avait juste commencé alors qu'il est plus vieux pour qu'il s'en souvienne, bien, ce ne serait pas un voyageur aussi aguerri à cet âge-ci. Je trouve également que des enfants qui voyagent jeunes, ça l'amène une belle ouverture sur le monde, une belle curiosité, une belle sensibilité aussi. Donc ça, je pense que ça se cultive très, très, très jeune. Maintenant, je veux vous parler un petit peu des souvenirs qu'on rapporte parfois de voyage. Puis je vais faire le parallèle un peu avec des souvenirs que j'ai ramenés du Japon. Parce que moi, je vous invite à, quand vous faites un voyage, achetez pas des souvenirs pour acheter des souvenirs, là. Achetez idéalement des souvenirs qui vont être utiles et que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien. Et moi, je me rends compte, en fait, que le voyage était assez avancé au Japon, puis je me disais, voyons, on dirait que j'ai rien, on dirait que j'ai aucun souvenir d'acheter. Mais en fait, c'est que je ne m'étais pas acheté comme de bibelots, comme de, tu sais, je me suis pas acheté une statue que je vais mettre sur mon buffet, là, dans ma salle à dîner. En fait, je m'étais acheté plein de petites choses qui vont être utiles et qui sont utiles déjà dans mon quotidien. Par exemple, je me suis acheté un parfum qui, à chaque fois que je m'en mets, me fait penser au Japon. Là-bas, il y a beaucoup aussi au Japon de parfums d'ambiance. Dans tous les hôtels qu'on a fait, il y avait des petits parfums d'ambiance qu'on pouvait utiliser. J'en ai acheté, donc j'en mets dans la maison de temps en temps. Ça me rappelle ça. Il y a également beaucoup d'encens là-bas, donc on s'est ramené des petits bâtons d'encens. Quoi d'autre? Ah oui, le matcha. En fait, le matcha, il y a une grosse culture cérémoniale autour du matcha là-bas.
tout spécialement à Kyoto. Donc, à Kyoto, j'ai pris le temps d'aller dans une maison de thé, de choisir un matcha que j'aimais et de pas juste acheter le matcha, mais d'acheter vraiment, tu sais, le fouet, je l'ai acheté là-bas. J'ai acheté un petit bol en céramique fait par un artisan local. Donc, maintenant, je ne l'ai pas encore fait pour être franche, là, mais quand je vais me faire un matcha ici, je ne vais pas juste me faire un matcha, je vais comme vivre une expérience, je vais prolonger mon voyage du Japon dans un petit rituel que je vais me créer. Mon conjoint s'est acheté un couteau en acier, un beau couteau japonais, mais quand on dit couteau en acier, ça veut dire qu'on doit le huiler. Donc, il y a des petites tâches supplémentaires pour entretenir notre couteau pour qu'il se conserve dans le temps. Et donc, ça vient avec certaines tâches qu'on peut dire, mais mon conjoint a décidé de voir ça comme un rituel. Donc, maintenant, mon conjoint, quand il utilise son couteau, bien, ça vient avec un petit rituel qu'il n'y avait pas avant. Donc, on s'est ramené vraiment plein de petites choses. Puis là, je regarde ma liste aussi. Ah oui, je me suis ramené un peignoir qui fait très, très japonais par les grandes manches. Et donc, à tous les matins, à tous les soirs maintenant, je mets ce peignoir-là, puis ça me rappelle mon voyage. Je me sens super élégante à l'intérieur quand je me trouve dans ce peignoir-là. Et puis, je me suis ramené aussi des trucs, soins pour le visage. Les Japonais, c'est des gens qui prennent énormément soin d'eux. Donc, c'est le fun des fois de ramener des rituels qui sont propres à la culture du pays qu'on visite. Donc, j'ai l'impression, puis en termes de soins que je me suis ramenée, notamment du sel de bain. Je prends jamais de bain, mais écoutez, dans notre hôtel qu'on était à Tokyo, il y avait du sel de bain, puis je me suis renseignée, puis en fait, les sels de bain, c'est quand même quelque chose, ils en vendent beaucoup au Japon. Donc, j'en ai ramené, pas juste pour prendre un bain de temps en temps, puis que ça sente bon, puis que ça me rappelle le Japon, mais en même temps, c'est comme si ça m'oblige à prendre soin de moi en prenant des bains, chose que je faisais plus. Je me suis aussi ramené des masques pour le visage qui sont comme dans l'huile, là. On en trouve un peu au Québec, mais c'est quand même plus difficile à trouver et c'est très dispendieux, mais au Japon, il y en a énormément et c'est plus économique. Je m'en suis ramené quelques-uns. Encore une fois, si je fais un masque, je dois m'étendre, ou en tout cas, je dois prendre soin de moi pendant un 10 à 15 minutes. Donc encore là, c'est une belle obligation positive de prendre un petit rituel beauté, un petit rituel bien-être pour moi. Et donc, je me suis vraiment, vraiment ramené des souvenirs qui sont à la fois utiles, mais qui me permettent surtout de prolonger mon voyage, de prolonger mon expérience, puis de revivre à chaque moment, à chaque rituel, ce voyage-là. Donc, ce sont des souvenirs qui servent, qui reviennent dans mon quotidien, qui vont me rappeler le voyage, puis qui vont énormément également stimuler mes sens. Et comme je vous le disais un peu plus tôt dans l'épisode, quand on parle de stimulation de sens, ça nous permet d'être vraiment, vraiment dans le moment présent et ça nous permet comme littéralement d'étirer le temps. Donc, je trouve que c'est des beaux souvenirs. Puis là, je parle de ces souvenirs-là qui sont propres au Japon, mais vous n'avez pas besoin d'aller au Japon pour vous ramener ce genre de petits rituels-là, puis ce genre de souvenirs-là, en fait. Vous pouvez le faire de peu importe la destination où vous allez voyager. Et donc, finalement, ce qui a rendu ce voyage exceptionnel, c'est pas nécessairement juste le Japon, ni même les attractions qu'on a visitées, ni même la quantité de choses qu'on a vues. Qu'est-ce qui a rendu ce voyage exceptionnel? C'est le rythme qu'on s'est choisi, les choix qu'on a faits et les choix de ne pas faire aussi certaines choses. C'est les hébergements qu'on a choisis, la place qu'on a laissée aussi aux nombreux imprévus et à la spontanéité. C'est aussi notre ouverture. C'est aussi l'expérience de tout ce qu'on a vraiment expérimenté. Puis, qu'est-ce qui a rendu aussi notre voyage aussi exceptionnel? C'est aussi les moments simples. Parce que nos plus beaux souvenirs, je pense que c'est vraiment les moments simples. Puis je pense que souvent, on se souvient davantage des voyages qui ont stimulé tous nos sens que de ceux où on a tout simplement accumulé les attractions. Et parlant d'attractions, tu sais, il y a des choses, entre autres, j'ai un temple, entre autres, on a visité, puis j'aimerais vous le nommer, mais là, le nom m'échappe, mais un temple où il y a plusieurs torii. Les torii, c'est comme les arches rouges, entre autres, là. À ce temple-là, ils sont rouges. C'est les arches qu'on traverse lorsqu'on entre dans un temple. Et lorsqu'on traverse un torii, que ça s'appelle, c'est comme si on traversait d'un côté spirituel. Il y a un temple précis à Kyoto qui a 1000, en fait, j'ai envie de dire 10 000, mais on dirait que ça semble exagéré, mais je pense qu'il y a 10 000 torii en tout. Et donc, c'est une attraction très, très, très photographiée, très, très partagée sur Instagram. Et donc, j'avais quand même hâte de le vivre et d'aller visiter ça. Et donc, quand on est allé voir, c'était exceptionnel, c'était magnifique, on a pris des belles photos, mais en même temps, ça m'a pas autant impressionné que je le pensais. Puis
c'est pas le plus beau souvenir que je ramène du Japon, même si c'est sur tous les guides voyage. Vraiment, qu'est-ce que je ramène comme plus beau souvenir, c'est vraiment les moments les plus simples. Comme j'ai une idée en tête qui est un moment purement banal, je vous le dis parce que vous allez vouloir savoir c'est quoi, mais vous allez trouver ça très banal. C'est un matin, on a passé de 15 à 25 minutes maximum dans un café. Un café qui s'appelle Pourcentage, c'est vraiment le signe pourcentage, là. C'est juste que je ne sais pas comment dire pourcentage en japonais. Et puis, un petit café à Kyoto, possiblement le meilleur café qu'on a jamais bu de notre vie. J'avais chaud, on a pris une pause, on s'est arrêté dans ce café-là, pris un petit café glacé. C'était tout petit, on était entouré de Japonais, c'était dans un café très architectural, très minimaliste, très beau, très soigné. On a passé 15, 20, 25 minutes là, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Puis je peux pas trop vous expliquer pourquoi, c'est juste qu'on était pleinement présents. On était juste présents, ouais. Fait que tu sais, quand je vous dis des fois que les plus beaux souvenirs, c'est dans la simplicité, je trouve que c'est ça. Et je trouve qu'on est capable d'aller chercher tout ça aussi quand nos sens sont stimulés. Donc, au fond, moi, je pense que ce voyage-là n'a pas été exceptionnel parce qu'il était parfaitement planifié. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Il a été exceptionnel parce qu'on a planifié ce qui comptait, puis qu'on a laissé de la place pour tout le reste. Donc, on a vraiment planifié uniquement la base. Puis le reste, on a laissé libre cours à notre intuition, à notre énergie, parce qu'on avait vraiment envie de faire sur le moment. Puis moi, plus que j'y pense, plus je réalise que c'est la meilleure façon de voyager, c'est de cette façon-là. Puis non seulement ce que je vous ai dit, c'est la meilleure façon de voyager, mais je pense ultimement que c'est aussi la meilleure façon de vivre votre vie, que ce soit votre quotidien ou vos semaines. J'espère sincèrement que cet épisode-ci, qui était à une saveur différente de ce que je fais habituellement, que ça vous a donné envie, bon, peut-être de visiter le Japon, mais surtout que ça vous a donné envie de créer des voyages exceptionnels d'une façon toute simple, en fait. Et puis, j'espère que ça vous a aussi peut-être outillé, donné des petits outils que vous pouvez mettre dans votre quotidien, dans votre semaine, pour vivre une vie qui est peut-être un petit peu plus intentionnelle, qui est peut-être plus connectée avec vos sens, un petit peu plus dans le moment présent. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!